Je m'appelle Misty Rodriguez et j'ai 30 ans. Le mois dernier, lors de la célébration de la première communion de ma nièce dans le hall de l'église catholique Sainte-Marie, 200 invités ont regardé un diaporama familial intitulé « L'héritage de la famille Rodriguez, 26 ans ». 26 ans de photos. Je n'apparaissais sur presque aucune d'entre elles. Les rares fois où j'apparaissais, j'étais floue sur les bords, coupée à l'épaule ou reléguée à l'arrière-plan comme une pensée après coup. Puis vint la dernière diapositive. Dans une élégante police de caractère blanche, on pouvait lire « Celle qui a failli tout gâcher, encore une fois ». Ma mère a souri fièrement depuis la table d'honneur. Ma sœur Gillian a levé sa coupe de champagne en riant. 200 personnes ont applaudi. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas enfuie. Au lieu de cela, je me suis levée. J'ai marché droit au milieu de la salle devant tout le monde et j'ai branché ma propre clé USB sur le projecteur. Ils n'avaient aucune idée que j'avais passé les 6 derniers mois à me préparer pour ce moment précis. Ils n'avaient aucune idée que j'avais obtenu le rapport du CPS de mon enfance datant de 2001. Ils n'avaient aucune idée de ce que cette assistante sociale avait écrit à propos d'une petite fille de 6 ans terrifiée qui n'avait rien fait de mal, si ce n'est essayer de survivre. Le premier document qui est apparu à l'écran a fait hurler ma mère. Mais avant que je ne vous raconte ce qu'il y avait sur cet écran et ce qui s'est passé ensuite, prenez le temps d'aimer cette vidéo et de vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment entendre cette histoire. D'où regardez-vous la vidéo en ce moment? Quelle heure est-il? Laissez-moi un commentaire pour me le faire savoir. Cela m'aide vraiment à savoir qui écoute. Revenons au début. À la nuit où tout a changé. Au moment qui a défini les 24 prochaines années de ma vie. Le 23 juin 2001. J'avais 6 ans. C'était un samedi soir et j'étais censée dormir. Je me souviens que j'étais couchée dans mon lit et que j'écoutais mes parents se disputer à l'étage inférieur. Leur voix s'était intensifiée toute la soirée. Ma sœur Gillian, qui avait 11 ans, avait fermé sa porte et mis la musique à fond. Elle savait toujours quand disparaître. Mais pas moi. J'avais 6 ans. Je ne comprenais pas que parfois, la chose la plus sûre à faire est de rester dans sa chambre et de faire semblant de ne rien entendre. J'ai entendu la voix de ma mère craquer. J'ai entendu quelque chose de lourd heurter le sol, puis je l'ai entendu crier. J'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai rampé jusqu'en haut des escaliers. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Ce que j'ai vu ensuite est gravé dans ma mémoire pour toujours. Mon père, debout dans le salon, ma mère détournée de lui, la main sur le visage. Les bras toujours levés. Je ne me souviens pas avoir pris la décision de m'enfuir. Je me souviens juste de mes pieds nus heurtant l'herbe dehors, de l'odeur de l'air de la nuit d'été, de la lumière du porche de la maison de Madame Kowalski qui brillait comme un phare au bout de notre rue. Madame Kowalski était notre voisine. Elle avait 68 ans, était bibliothécaire à la retraite et gardait toujours la lumière de son porche allumée. Elle m'a dit un jour que c'était pour que tout enfant ayant besoin d'aide sache où se réfugier. J'ai sonné à sa porte à 20h38. Lorsqu'elle a ouvert la porte, je n'ai pas pu parler. Je suis restée là, tremblante, les larmes coulant sur mon visage. « Chérie, que s'est-il passé ?» m'a-t-elle demandé en m'entraînant à l'intérieur. Sa maison sentait le café et les vieux livres. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Papa a fait du mal à maman, j'ai peur. » Madame Kowalski m'a assise sur son canapé, a enroulé une couverture autour de mes épaules et a décroché son téléphone. Je ne savais pas qu'elle appelait le 911. Je ne savais même pas ce qu'était le 911. J'avais 6 ans. Je savais juste que j'avais besoin d'aide et que Madame Kowalski était en sécurité. 2 voitures de police sont arrivées 14 minutes plus tard. J'ai regardé de sa fenêtre les officiers se rendre dans notre maison. Les voisins sont sortis sous leur porche. Les lumières se sont allumées dans toute la rue. Un officier est venu parler à Madame Kowalski. Je l'ai entendu lui raconter ce que j'avais dit. J'ai entendu les mots terrifiés, violence domestique et enfant de 6 ans. À 22h15, mes parents sont venus me chercher. Mon père n'a pas voulu me regarder. Ma mère m'a pris la main et m'a dit, d'une voix serrée et étrange, « Allons-y, Misty. Tu as causé assez d'ennuis ce soir. » Je me souviens d'avoir levé les yeux vers elle, confuse. Je suis désolée, ai-je chuchoté. Je ne savais pas pourquoi je m'excusais. D'avoir eu peur? D'avoir couru? D'avoir vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir? Nous sommes rentrés à la maison en silence. Et la porte de Gillian était encore fermée quand nous sommes rentrés.
Personne ne m'a dit bonne nuit. Je me suis couché dans mon lit, fixant le plafond, me demandant ce que j'avais fait de mal. 2 jours plus tard, le 25 juin, une femme du département des services à l'enfance et à la famille est venue chez nous. Elle s'appelait Patricia Hendricks, avait des yeux bienveillants et un presse-papier. Elle a interrogé ma mère, puis mon père, Gillian et moi. Elle m'a emmené dans la cuisine, juste nous deux. Et m'a demandé de lui raconter ce qui s'était passé. Je lui ai dit la vérité. J'ai vu la main de mon père levée. J'ai vu ma maman pleurer. J'ai eu peur. J'ai couru vers Madame Kowalski parce qu'elle disait toujours que sa porte était ouverte si quelqu'un avait besoin d'aide. Mademoiselle Hendricks m'a souri. Misty, tu n'as pas d'ennui, dit-elle doucement. Tu as fait ce qu'il fallait. Quand nous avons peur, nous le disons aux adultes en qui nous avons confiance. C'est ce que font les enfants courageux. Je me souviens avoir ressenti un léger soulagement. Peut-être que je n'avais pas fait quelque chose de mal après tout. Mais ensuite, Madame Hendricks a de nouveau parlé à mes parents. Je n'étais pas dans la pièce, mais j'ai entendu la voix de mon père à travers le mur. J'ai entendu les mots « Cette famille a été marquée, dossier CPS » et « Cette fille ». Madame Hendricks a laissé un papier à ma mère. Il s'agissait d'une recommandation pour 6 séances de conseil familial. C'est obligatoire ? A-t-elle dit. Mes parents ont signé le formulaire. Ils n'ont jamais assisté à une seule séance. L'affaire a été classée le 15 juillet 2001, mais le procès contre moi, dans ma propre famille, venait de commencer. Ce soir-là, au dîner, mon père m'a regardé de l'autre côté de la table et m'a dit, « À cause de toi, nous avons maintenant un dossier CPS. Sais-tu ce que cela signifie ? Tu as marqué cette famille. J'espère que tu es heureuse. » J'ai regardé mon assiette. J'avais 6 ANS. Je ne savais pas ce que signifiait « marquer ». Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal. Gillian a eu le dessert ce soir-là. Pas moi. Ce fut la première d'un millier de petites coupures. Au cours des années suivantes, le schéma est devenu clair. Gillian était la bonne fille, la fille facile, celle qui ne causait pas de problème. J'étais la fille difficile, celle qui compliquait tout, celle qui ne pouvait pas rester tranquille. Quand j'ai eu 8 ans. Gillian a acheté un nouveau vélo sans raison particulière. Un chouine rose, $185. Mon père a passé un week-end entier à lui apprendre à le conduire, courant à ses côtés dans l'allée, riant lorsqu'elle vacillait. Je l'ai observée depuis la fenêtre de ma chambre. Un mois plus tard, j'ai demandé si je pouvais aussi avoir un vélo. Je n'ai pas les moyens d'acheter 2 vélos, Misty, a dit ma mère. Peut-être l'année prochaine. L'année prochaine n'est jamais venue. Lorsque Gillian est entrée en 6e, mon père l'a conduite à l'école tous les matins. Quand je suis entrée en CP, on m'a dit que je prendrais le bus. L'arrêt de bus était à 4 pâtés de maison. J'ai marché seule, à 6 ans, avec un sac à dos presque aussi grand que moi. Lorsque je suis arrivée au collège, il était impossible d'ignorer cette disparité. Les fêtes d'anniversaire de Gillian étaient des événements. 30 enfants, des maisons gonflables louées. Des sacs cadeaux pour tout le monde. Les miens étaient, oubliés, la plupart du temps. Ou célébrés avec un gâteau de l'épicerie et une carte. J'ai gardé des traces, comme le font les enfants lorsqu'ils essaient de comprendre les règles d'un jeu que personne ne leur explique. En 10 ans, mon père a assisté à 89% des activités scolaires de Gillian. Il n'a assisté qu'à 11% des miens. Quand j'ai fait de l'athlétisme en 4e et que je me suis qualifiée pour le championnat d'État, j'étais si fière. J'ai donné à mes parents le dossier d'information, la date, l'heure, le lieu. Le jour de la compétition, je me suis tenue sur la ligne de départ et j'ai scruté les gradins. Il y avait des parents partout, qui applaudissaient, faisaient des signes de la main, brandissaient des pancartes. Ma famille n'était pas là. Après avoir remporté la 2e place dans mon épreuve, mon entraîneur d'athlétisme m'a trouvée. Misty, c'était incroyable, m'a-t-elle dit. Où est ta famille ? Je voulais les féliciter. Je n'avais pas de réponse. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, ma mère m'a dit, « Oh, c'était aujourd'hui ? Je croyais que c'était la semaine prochaine. » La médaille que j'ai gagnée est restée sur ma commode pendant 3 ans. Personne n'a jamais demandé à l'avoir. Diplôme de fin d'études secondaires. Juin 2013. J'avais 18 ans. La cérémonie s'est déroulée dans le gymnase de notre école.
2000 personnes se sont entassées sur des chaises pliantes sous des lumières fluorescentes. Lorsqu'ils ont appelé mon nom, j'ai traversé l'estrade, accepté mon diplôme et souri à la caméra. J'ai cherché ma famille dans la foule. Je l'ai trouvée. Mon père était assis, les bras croisés. Ma mère consultait son téléphone. Gillian avait l'air de s'ennuyer. Après la cérémonie, les familles se sont rassemblées à l'extérieur pour les photos. Tout le monde riait, s'embrassait. Sortait pour fêter l'événement. Gillian avait des projets ce soir-là, quelque chose avec ses amis. Mes parents devaient la déposer. Félicitations, Misty, dit ma mère en me regardant à peine. Il faut qu'on y aille. Je suis rentrée à la maison sur le siège arrière, seule. Pas de fleurs, pas de dîner spécial, pas de célébration. Je me suis assise dans ma chambre ce soir-là et j'ai réalisé quelque chose que j'avais essayé de ne pas voir pendant 12 ans. La situation n'allait jamais changer. Quoi que je fasse, quels que soient mes efforts, je ne serai jamais assez. Je suis allée à l'université de l'Illinois à Springfield pour faire du travail social. J'ai contracté $68 000 de prêts étudiants parce que mes parents m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Ils économisaient pour les cas d'urgence, disait-il. Gillian est allée à l'université de Northwestern. Elle a payé $38 000 de sa poche pour couvrir ce que sa bourse ne lui permettait pas. Lorsque j'ai demandé pourquoi il y avait cette différence, ma mère a répondu, le programme de Gillian est plus cher. Nous devons établir des priorités. J'ai obtenu ma licence en 2017 et je suis entrée directement dans mon programme de master, avec $32 000 de prêts supplémentaires. Lorsque j'ai terminé mon MSW et commencé à travailler pour Cook County CPS, j'avais $100 000 de dette d'études. Mon paiement mensuel s'élevait à $847 chaque mois pendant 10 ans. Gillian n'avait aucune dette, aucune. Je suis devenue assistante sociale parce que je voulais aider les enfants. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je disais à tout le monde. Mais avec le recul, je pense que j'essayais de sauver l'enfant que j'étais. L'enfant de 6 ans qui a fait ce qu'il fallait et qui a été puni pour cela. Je la voyais dans chaque dossier qui passait sur mon bureau. L'un de mes premiers dossiers concernait un garçon de 5 ans dont les parents étaient en train de divorcer. Ils lui en ont fait porter la responsabilité. Ils lui ont dit que s'il n'avait pas parlé à son professeur de l'alcoolisme de son père, tout se serait bien passé. La famille serait encore unie. J'ai écrit dans mes notes, cet enfant n'est pas responsable du dysfonctionnement des adultes. C'est un bouc émissaire. Puis je me suis arrêtée. J'ai fixé ces mots. Je me suis dit, c'est moi. C'est ma famille. Mais je n'ai pas sorti mon propre dossier CPS. Pas encore. Je n'étais pas prête. En août 2018, mon père a perdu son emploi. Il était postier depuis 26 ans, mais sa santé était défaillante. Un diabète de type 2, non géré depuis plus de 10 ans. Son taux d'A1C était de 11,3, dangereusement élevé. Sans son emploi, il a perdu son assurance. Et la couverture Cobra s'élevait à $890 par mois. Il ne pouvait pas se le permettre. L'assurance est devenue caduque au bout de 3 mois. Ma sœur Gillian s'est mariée en 2016. Elle et son mari Kevin avaient une vie confortable. Elle travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques et gagnait un salaire à 6 chiffres avec des primes. Ils n'avaient pas encore d'enfants. Ils avaient des options. Lorsque ma mère m'a appelé pour m'informer de la situation de mon père, je lui ai demandé ce que Gillian faisait pour l'aider. Il y a eu une pause, puis ma mère m'a dit que Gillian devait penser à sa propre famille. Elle n'a pas d'enfant. J'ai dit qu'elle était occupée, Misty. Tout le monde ne peut pas tout laisser tomber comme toi. J'étais assistante sociale et je gagnais $48 000 par an. Je vivais dans un petit appartement. J'avais des prêts étudiants. Mais apparemment, j'étais celle qui pouvait tout laisser tomber. J'ai commencé à aider en novembre 2018. J'ai conduit mon père à ses rendez-vous chez le médecin. Je suis allée chercher ses ordonnances. J'ai surveillé sa glycémie. J'ai appris à gérer les soins diabétiques parce que personne d'autre ne le ferait. L'insuline, sans assurance, coûte $680 par mois. Je l'ai payé. Mois après mois pendant 6 ans. À la fin de l'année 2021, j'avais payé $24 480 rien que pour son insuline. C'est sans compter les autres médicaments, les bandelettes réactives, les visites chez le médecin,
les déplacements aux urgences lorsque son taux de glycémie monte en flèche. Gillian a eu 2 rendez-vous chez le médecin au cours de ses 6 années. 2. Sur 89. Les 2 fois, elle s'est présentée, a pris un selfie avec notre père dans la salle d'attente, l'a posté sur Instagram avec une légende sur la famille, c'est tout, et est partie avant la fin du rendez-vous. Elle avait une réunion ? A-t-elle dit. Elle avait un appel de client. Elle devait se rendre quelque part. J'étais à 86 de ces 89 rendez-vous. En février 2022, mon père a développé un ulcère du pied diabétique. Stade 3. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, laissez-moi vous expliquer. Son pied était en train de pourrir de l'intérieur. Le centre de traitement des plaies m'a dit qu'il fallait changer ses bandages tous les jours pendant au moins 6 mois. 3 fois par semaine, il devait être nettoyé par un professionnel. Chaque visite à la clinique représentait 45 minutes de trajet aller-retour. J'ai réduit mes heures de travail, passant d'un temps plein à un temps partiel, pour pouvoir l'emmener. Mon salaire est passé de 48 000 à 32 000 $ par an. J'ai perdu 16 000 $ par an. Pendant 3 ans, soit 48 000 $ au total. J'ai acheté moi-même les fournitures médicales. Solvé 180 $. Additionnez le tout. 38 900 $ en frais médicaux directs. 48 000 en perte de revenus. 86 900 $ au total. Mais rien de tout cela n'est comparable au coût de ce que j'ai perdu en dignité. Un après-midi de juin 2022, je changeais le pansement de mon père. C'était une blessure difficile. Profonde. Je devais être prudente, douce, précise. Je me concentrais, essayant de ne pas lui faire mal, quand il m'a dit « Tu t'y prends mal ». J'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux. Le bandage. Tu t'y prends mal. Gillian l'aurait fait correctement la première fois. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Gillian, qui s'était rendu à 2 rendez-vous. Gillian, qui ne voulait même pas regarder la blessure. Gillian, qui était probablement au brunch en ce moment même, en train de poster sur les soins personnels. Mes mains tremblaient. Mais j'ai fini le pansement. Je n'ai rien dit. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Puis j'ai sorti mon téléphone et je me suis envoyé un message. Pourquoi est-ce que je fais ça? Il me déteste. Il m'a toujours détesté. J'ai regardé fixement ce message. Je ne l'avais envoyé à personne, à qui l'aurais-je envoyé? Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'y suis retournée et j'ai recommencé. Le 18 mars 2025, mon père a mis à jour son testament. À ce moment-là, son état était stable depuis plus d'1 an. L'ulcère du pied était guéri. Sa glycémie était sous contrôle. Il n'était pas en train de mourir. Il était juste, en train de planifier. Il s'est adressé à un avocat. Jameson & Associates a payé 1 200 $ pour que le testament soit rédigé, exécuté devant un notaire et 2 témoins, et archivé. Une semaine plus tard, je suis passé chez lui pour lui remettre sa dose d'insuline. L'enveloppe provenant du bureau de l'avocat était posée sur le comptoir de la cuisine. Elle était ouverte. Le testament était visible à l'intérieur, la première page vers le haut. Je ne sais pas s'il l'a laissé là exprès ou non, mais je l'ai vu et je l'ai lu. La partie dont je me souviens le mieux est la suivante: à ma fille Gillian Rodriguez. À ma fille Gillian Rodriguez Brennan. Ma maison estimée à environ 285 000 $. Mon camion, tous mes biens personnels et 56 000 $ d'économie. À ma fille Misty Rodriguez. Rien. Misty a montré tout au long de sa vie qu'elle donnait la priorité à sa personne plutôt qu'à sa famille. Depuis son enfance, lorsqu'elle a impliqué les autorités dans une affaire familiale privée, jusqu'à l'âge adulte, où elle utilise ma maladie pour se donner de l'importance. Ce n'est pas une fille en qui je peux avoir confiance ou dont je peux être fière. Gillian a été mon réconfort et ma joie. Note, oui, Misty a payé certains frais médicaux, je ne le lui ai pas demandé, elle l'a fait pour gagner mon approbation, qu'elle n'aura jamais considéré ces paiements comme ceux d'une fille, et non comme un cadeau méritant d'être hérité. J'y suis restée dans cette cuisine et j'ai lu ces mots 3 fois. J'ai pris une photo de la page avec mon téléphone. Puis j'ai reposé la roue exactement là où je l'avais trouvée, j'ai placé l'insuline dans le réfrigérateur et je suis partie. Je suis rentrée chez moi en silence. Je me suis assis dans mon appartement, fixant la photo sur mon téléphone,
et j'ai senti que quelque chose en moi lâchait enfin prise. Pas de colère, ni même de tristesse, juste de la clarté. Elle a écrit cela alors que je m'occupais activement de lui, que je payais ses médicaments. Que je renonçais à mes revenus, à mon temps, à ma vie, pour le maintenir en VIE. Il s'est assis avec un avocat, a dicté ses mots, est rentré chez lui et m'a laissé changer ses bandages le lendemain. Il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai appelé mon thérapeute et j'ai obtenu une séance d'urgence. Misty, m'a-t-elle dit gentiment après que je lui ai montré la photo, c'est de la maltraitance. Cela a toujours été de la maltraitance. J'ai acquiescé. Je le savais déjà. Je pense que je l'ai toujours su. Mais le fait de le voir écrit, notarié, archivé comme un document légal, l'a rendu réel. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une invitation pour la première communion de ma nièce Sophia. Sophia était la fille de Gillian, âgée de 8 ans, douce et brillante. Je l'aimais. Même si je la voyais à peine. L'invitation est arrivée avec 6 semaines de retard. La plupart des invités avaient reçu leur invitation 8 semaines à l'avance. La mienne est arrivée 3 semaines avant l'événement. La célébration avait lieu dans la salle de l'église catholique Saint. 200 invités étaient attendus. L'invitation comprenait une note sur la prise de photos de famille et un rappel de s'habiller correctement. En bas, dans l'écriture de Gillian, on pouvait lire « Plan de table 6 juin, veuillez vérifier votre numéro de table. » J'étais à la table 16, au fond de la salle, près de l'entrée de service de la cuisine. J'ai regardé ce plan de table pendant un long moment. Puis j'ai pris une décision. J'ai déposé une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information, Freedom of Information Act, pour obtenir mon propre dossier auprès de la CPS. En tant que rapporteur mandaté et travailleur social dans le comté de Cook, j'avais légalement le droit d'y accéder. En tant que sujet du rapport, j'avais le droit de le consulter. Et la demande a été approuvée. 18 jours plus tard, une enveloppe épaisse est arrivée dans mon courrier. Numéro de dossier CPS 2001-06258, daté du 25 juin 2001. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai lu chaque page. Et là, à la page 3, dans l'évaluation finale de l'assistante sociale, j'ai trouvé les mots que j'attendais depuis 24 ans. Cet enfant de 6 ans a fait exactement ce que nous apprenons aux enfants à faire lorsqu'ils sont témoins de violence. Elle a cherché la sécurité auprès d'un adulte de confiance. Elle s'est retirée d'une situation effrayante. Elle a dit la vérité lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé. C'est le voisin, et non l'enfant, qui a contacté les autorités. Ce point est essentiel. L'enfant a agi pour se protéger et non pour signaler l'incident. Je suis très préoccupée par la dynamique familiale observée lors de la visite à domicile. Les 2 parents ont exprimé leur colère à l'égard de l'enfant pour avoir provoqué cette situation. Le père a déclaré que l'enfant avait marqué la famille de son empreinte. Et la mère a déclaré que l'enfant avait aggravé la situation. Ces déclarations constituent une violence psychologique à l'égard d'une victime de traumatisme. Tout membre de la famille qui continuerait à blâmer l'enfant de 6 ans pour ce rapport se livrerait à une violence psychologique permanente. Cet enfant a agi de manière appropriée en fonction de son âge de développement et de sa réaction au traumatisme. Elle mérite d'être protégée et validée, et non punie. J'ai lu cette section 5 fois. Puis j'ai fermé le dossier. Je l'ai posé sur ma table basse et je me suis assise en silence. Quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un a compris. Quelqu'un l'a écrit. Et ma famille l'a ignoré pendant 24 ans. Et la célébration de la communion a eu lieu un dimanche après-midi de la fin avril. Je portais une simple robe grise achetée en solde. Rien de tape à accent grave l'œil. Rien qui puisse attirer l'attention. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille, vous connaissez le commentaire qui vous attend si vous vous habillez trop bien, si vous vous tenez trop droite ou si vous prenez trop de place, alors vous apprenez à vous faire petite, invisible, facile à ignorer. Mais ce jour-là, j'avais un plan. Je suis arrivée à la salle paroissiale de Saint-Marie à 14h45. La cérémonie de communion s'était achevée à 14h et les invités se pressaient dans la salle de réception. Et la salle était magnifiquement décorée de blanc et d'or, avec des ballons et des fleurs fraîches partout. Un DJ s'installait dans un coin. De longues tables étaient disposées avec du linge blanc et des centres de table. La table 16 était exactement là où je m'y attendais. À 61 pieds de la table d'honneur, partiellement cachée derrière un arrangement floral, à côté de la porte battante qui menait à la cuisine.
Je me suis assise et j'ai posé mon sac à main sur la chaise à côté de moi. À l'intérieur de ce sac se trouvait une petite clé USB dans un étui de protection transparent. J'avais passé des mois à préparer cette clé, mes relevés bancaires, mes carnets de rendez-vous médicaux, mes reçus, mes photos, mes documents, surtout, mon dossier de protection de l'enfance. À 15h15, après que tout le monde a pris place et s'est vu servir son repas, le digitapote son micro. La famille Rodriguez a préparé un hommage très spécial pour célébrer ce beau jour, alors prenez vos mouchoirs. Cela va être magnifique. Les lumières se sont éteintes. Un écran s'est abaissé à l'avant de la salle. Une musique douce et sentimentale commence à être diffusée. La première image apparaît, une photo de Gillian à l'hôpital en 1990, enveloppée dans une couverture rose. Légende, notre premier miracle. Et la deuxième image montrait Gillian à l'âge de 2 ans, tenue par notre mère, toutes deux riant. Légende, le début de tout ce qui est beau. Et la troisième image montre Gillian à l'âge de 5 ans, mon père lui apprenant à faire du vélo dans notre allée, sa main sur son épaule, tous deux souriant. Aucune légende n'est nécessaire. J'ai regardé les années défiler sur cet écran. 1991, 1992, 1993, 1994, puis 1995. L'année de ma naissance, 6 photos de cette année-là, toutes de Gillian, aucune de moi. Le diaporama se poursuit. Les anniversaires de Gillian, le premier jour d'école de Gillian, les récitals de danse de Gillian, les matins de Noël, les vacances en famille. J'ai commencé à reconnaître des événements. La photo de Noël 1998. Je me suis souvenu de ce jour. J'avais 3 ans. J'étais assise à table et j'ouvrais un cadeau. Mais dans cette version de la photo, le cadre avait été recadré. Seul Gillian et le sapin étaient visibles. Une photo datant de 2001 montrait la fête du 11e anniversaire de Gillian dans notre jardin. 20 enfants, un château gonflable, un énorme gâteau. Je me souviens de cette fête. J'avais 6 ans. On m'avait dit que j'étais trop jeune pour jouer avec les grands, alors je m'étais assise à une table à part. Sur cette photo, le bord de l'image était flou. Je savais pourquoi. Ce flou, c'était moi. Une femme assise à la table voisine de la mienne, ma grand-tante Dorothy, s'est penchée et a chuchoté, « Chérie, tu n'étais pas à cette fête ?» J'ai hoché la tête. Je n'arrivais pas à parler. Le diaporama est passé aux années 2000, au diplôme de fin d'études secondaires, aux lettres d'acceptation à l'université. Au mariage de Gillian en 2017. J'avais été demoiselle d'honneur à ce mariage. Nous étions SX. Et la photo à l'écran montrait Gillian entourée de 5 demoiselles d'honneur souriant en robe lavande. J'étais à la 7e place. J'avais été entièrement recadrée. Sur les 73 photos de ce diaporama, j'apparaissais dans 8 d'entre elles, toujours floues, toujours au bord, toujours en arrière-plan, comme une erreur que quelqu'un aurait oublié de supprimer. Puis vint la dernière section, les photos récentes, 2022, 2023, 2024, la fête d'anniversaire des 60 ans de mon père, les dîners de Thanksgiving, les événements scolaires de Sophia. J'avais organisé la fête d'anniversaire de mon père. J'avais payé $890 pour le traiteur. Et la photo montrait ma mère coupant le gâteau, Gillian se tenant à côté d'elle, les invités applaudissant à l'arrière-plan. Je n'étais pas dans le cadre, c'est moi qui avais pris la photo, mais il y avait d'autres photos de ce jour-là. Des photos où l'on me voyait, où je souriais, où je me tenais avec la famille. Ces photos ne figuraient pas dans ce diaporama. Le choix était intentionnel. Et la dernière photo est apparue. Un portrait de famille professionnelle datant de mars 2025. Mon père, ma mère, Gillian et Sophia. Des couleurs printanières, des tenues coordonnées, un éclairage doux. Je n'avais pas été invitée à cette séance photo. Je ne savais même pas qu'elle avait lieu. La légende est apparue lentement, lettre par lettre, dans une élégante écriture blanche. Dans la joie et les difficultés, nous sommes restés forts. Nous avons protégé notre famille de ceux qui apportent le chaos. Nous célébrons ceux qui choisissent la loyauté plutôt que le drame. Nous honorons celui qui a failli tout gâcher à nouveau. La dernière ligne apparaît en plus gros caractères. La musique s'est amplifiée et les gens ont commencé à applaudir. Ma mère s'est levée de la table d'honneur et a commencé à applaudir. Elle était rayonnante. Fière. Environ la moitié de la salle s'est jointe à elle. 85 personnes ont applaudi.
Les autres sont restés assis dans un silence gênant, jetant des coups d'œil autour d'eux, incertains de ce qu'ils venaient de regarder. Le DJ a commencé à dire quelque chose, mais Gillian s'est emparée du micro en premier. « Attendez, je veux dire quelque chose, dit-elle, la voix chargée d'émotion. La salle se tait. « Je veux juste remercier mes parents, dit Gillian en les regardant, les larmes aux yeux. Pour m'avoir appris ce qu'est une vraie famille. Tout le monde ne comprend pas que la famille, c'est la loyauté, pas le drame. Certaines personnes joueront toujours le rôle de la victime, elles feront en sorte que tout tourne autour d'elles, même le jour saint d'un enfant. » Elle a fait une pause, regardant directement la table 16, directement moi. Mais aujourd'hui, il s'agit de célébrer ceux qui choisissent l'amour plutôt que le chaos, ceux qui se montrent quand c'est important. Ceux qui font passer la famille en premier. Merci, maman et papa, de m'avoir montré à quoi cela ressemble. Elle a rendu le micro au DJ. Les applaudissements ont repris, plus fort cette fois. Je me suis levée. La salle est devenue silencieuse. J'ai pris mon sac à main, sorti la clé USB et commencé à marcher. 52 pieds de la table 16 au projecteur à l'avant de la salle. Il m'a fallu 18 secondes. Toutes les personnes présentes dans la salle m'ont regardé marcher. Ma mère s'est levée. « Misty, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. La voix de Gillian. Ce n'est pas approprié. Je me suis approchée du projecteur, j'ai retiré la clé USB de Gillian et je l'ai brandie pour que tout le monde puisse la voir. J'ai dit, d'une voix calme et claire, « Ceci est une version de l'histoire de notre famille. » Je l'ai posée sur la table. Voici la vérité, j'ai branché ma clé USB. L'écran est resté noir un instant. Puis une nouvelle image est apparue. Un document officiel. En tête de l'État de l'Illinois. Logo du département des services à l'enfance et à la famille du comté de Cook. Rapport de cas numéro C, PS 2001-06258. Date d'ouverture, 25 juin 2001. Nom de l'enfant, Rodriguez. Misty Anne. Né le 15 mars 1995. Âge au moment du rapport, 6 ans et 3 mois. Et la pièce a explosé. Ma mère a crié. Un son aigu, paniqué, qui a traversé le bruit. Elle s'est précipitée vers le projecteur, mes deux invités se sont interposés devant elle. Mon oncle Frank et ma tante Dorothy. Margaret, assieds-toi, dit fermement l'oncle Frank. Laissez-la parler. Vous ne comprenez pas, commença ma mère. Alors aidez-nous à comprendre, a dit tante Dorothy. Asseyez-vous. Ma mère s'est assise, tremblante. J'ai cliqué sur la page suivante. Détail de l'incident signalé. Le 23 juin 2001, vers 20h45, la journaliste, une voisine, a vu l'enfant, Misty Rodriguez, âgée de 6 ans, arriver à sa porte pieds nus, en pleurs et en détresse. L'enfant a déclaré. Papa a fait du mal à maman et j'ai peur. La journaliste n'a constaté aucune blessure physique sur l'enfant mais a noté une détresse émotionnelle extrême, une respiration rapide et une incapacité à s'arrêter de pleurer pendant environ 15 minutes. Le journaliste a contacté les autorités à 20h49. Note critique. L'enfant n'a pas contacté les autorités. L'enfant s'est réfugié auprès d'un adulte de confiance, un voisin. C'est ce dernier qui a fait le signalement. Il s'agit d'une distinction cruciale pour l'évaluation de la dynamique familiale. J'ai lu la partie surlignée à haute voix, d'une voix ferme. L'enfant n'a pas contacté les autorités. L'enfant a cherché la sécurité auprès d'un adulte de confiance. Pendant 24 ans, ma famille m'a dit que j'avais appelé les flics contre mon propre père. J'avais 6 à NS. Je ne savais même pas ce qu'était le 911. J'ai couru vers la personne en qui j'avais confiance. C'est Madame Kowalski qui a appelé, pas moi. Une femme âgée, près de l'entrée. Se lève lentement, en s'appuyant sur sa canne. Madame Elisabeth Kowalski, 92 ans, toujours en vie, toujours là. J'étais cette voisine, dit-elle, la voix tremblante mais claire. J'ai passé cet appel en 2001. J'ai vu cette petite fille courir jusqu'à ma porte, terrifiée et pieds nus. Elle avait 6 ans, 6 ans. Elle s'est tournée vers mon père. Léonard, vous avez puni cet enfant pendant 24 ans pour quelque chose qu'elle n'a même pas fait. Je l'ai fait, blâmez-moi, mais ce que vous lui avez fait est diabolique. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai cliqué sur la page suivante,
l'évaluation des travailleurs sociaux, et je l'ai lu à haute voix, chaque mot. Cet enfant de 6 ans a fait exactement ce que nous apprenons aux enfants à faire lorsqu'ils sont témoins de violence. Elle a cherché à se mettre à l'abri auprès d'un adulte de confiance. C'est le voisin, et non l'enfant, qui a contacté les autorités. Je suis profondément préoccupée par la dynamique familiale observée lors de la visite à domicile. Les 2 parents ont exprimé leur colère à l'égard de l'enfant pour avoir provoqué cette situation. Ces déclarations constituent une violence psychologique à l'égard d'une victime de traumatisme. Tout membre de la famille qui continuerait à blâmer l'enfant de 6 ans pour ce rapport se livrerait à une maltraitance émotionnelle permanente. J'ai fait une pause, laissant ces mots en suspens. Puis j'ai dit simplement, ce rapport a été écrit en 2001 par un travailleur social agréé. Quelqu'un a vu ce qui se passait. Quelqu'un a essayé de vous avertir. Vous l'avez ignoré pendant 24 ans. J'ai cliqué sur la section suivante de ma présentation. Nouvelle diapositive de titre, The Caregiving Day Erased, les soins qu'ils ont effacés. Première image, un carnet de rendez-vous à l'hôpital de 2018 à 2024. 89 rendez-vous répertoriés. À côté de chaque date, une colonne de signature. Misty Rodriguez est apparue 86 fois. Gillian Rodriguez Brennan apparaît 2 fois. Image, un collage de reçus, des achats d'insuline, $680 chaque mois pendant 6 ans. 38 900 $, ai-je dit. C'est ce que j'ai payé en frais médicaux directs pour le traitement du diabète de notre père, sans compter les revenus que j'ai perdus lorsque j'ai réduit mon temps de travail à un mi-temps pour l'emmener à ses rendez-vous. Troisième image, un relevé bancaire montrant un virement, le 20 mars 2025, de $680 à la pharmacie. Mémo. Insuline de papa, renouvellement de mars. J'ai laissé cette image en suspens pendant un moment. Puis j'ai cliqué sur la diapositive suivante. Le testament de mon père. La page que j'avais photographiée dans sa cuisine. La partie qui me concerne, projetée à 3 mètres de haut pour que tout le monde puisse la lire. À ma fille Misty Rodriguez. Rien. Elle n'est pas une fille en qui je peux avoir confiance ou dont je peux être fière. Elle a fait ça pour gagner mon approbation, qu'elle n'aura jamais. Puis, à côté de ce texte, le reçu du virement bancaire. Le testament a été signé le 18 mars 2025, ai-je dit. 2 jours plus tard, j'ai payé les médicaments qui le maintenaient en vie. Je l'ai fait pendant 3 ans, 38 900 $. Il savait. Il m'a laissé faire. Il m'a détesté pendant tout ce temps. Un homme que je n'ai pas reconnu s'est levé d'une des tables. Bon sang, Léonard, c'est vrai? Mon père fixait la table, la mâchoire serrée, sans rien dire. J'ai fait défiler d'autres diapositives, des photos de mon enfance qui avaient été retouchées, des comparaisons côte à côte. Les photos originales à gauche, les versions diaporama à droite, chaque marque de recadrage visible, chaque effacement évident, des SMS entre moi et ma mère, 83 messages sur 6 ans. Maman, peux-tu m'aider pour le rendez-vous de papa demain? Misty. Papa a besoin qu'on aille chercher son ordonnance. Quelqu'un d'autre peut le prendre cette semaine? Je dois travailler. Jamais une réponse de Gillian. Pas une seule fois. Plus de reçus. Plus de relevés bancaires. Plus de preuves. La dernière diapositive. Une capture d'écran de l'Instagram de Gillian, datée de février 2022. Une photo de Gillian sur une plage de Canquin. Une eau d'un bleu éclatant, un cocktail à la main, des lunettes de soleil, un immense sourire. Légende, j'avais besoin de cette escapade. Hashtag béni. Hashtag prendre soin de soi. Hashtag vivre ma meilleure vie. En dessous, dans ma présentation, affiché alors que notre père était aux soins intensifs pour une septicémie due à des complications diabétiques, j'étais à l'hôpital avec lui pendant 36 heures d'affilée. Gillian était à Canquin. Quelqu'un a sursauté. Le père Michael O'Brien, le prêtre qui avait fait la communion de Sophia ce matin-là, s'est levé de son siège. Je connais cette famille depuis 15 ans, dit-il calmement. J'ai baptisé Sophia. J'ai épousé Gillian et Kevin, et pendant tout ce temps, je n'ai jamais connu cette histoire. Il s'est tourné vers mes parents, Margaret et Léonard. Ce que ces documents décrivent n'est pas de la discipline familiale. Ce n'est pas de l'amour vache. C'est la punition systématique d'un enfant qui a survécu à un traumatisme.
C'est un péché de la plus haute importance. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise en sanglotant. Gillian s'est levée, désespérée. Vous ne comprenez pas toute l'histoire. Il y a un contexte. Alors asseyez-vous, ai-je dit calmement. Parce que je n'ai pas fini. Et si vous avez été le bouc émissaire de la famille, si vous savez ce que c'est que d'être effacé de votre propre histoire, d'être blâmé pour des choses qui ne sont pas de votre faute, de vous entendre dire que vous êtes trop sensible, trop dramatique, trop. Je veux que vous sachiez quelque chose tout de suite. Tu n'es pas folle. Votre douleur est réelle. Commentez le mot bouc émissaire si vous avez vécu cela. Faites-moi savoir que je ne suis pas seule. La section suivante de diapositive montrait la disparité financière. Les dépenses universitaires de Gillian, entièrement financées par nos parents. Le mien, 100 000 $ de prêts étudiants, le mariage de Gillian, 28 000 $ apportés par nos parents. Mon invitation à être demoiselle d'honneur. Prévoyez 340 $ pour votre robe et 890 $ pour le voyage d'enterrement de vie de jeune fille. J'ai montré chaque reçu, chaque transfert, chaque disparité. Puis j'ai montré un clip vidéo. Il s'agissait du discours de Gillian, filmé par le vidéaste professionnel qu'elle avait engagé pour capturer les réactions pour la vidéo du mariage. Ces mots, rejoués. La famille. C'est se montrer quand c'est important. Puis j'ai montré à nouveau les carnets de rendez-vous. Gillian. 2/89. L'ironie était assourdissante. Kevin, le mari de Gillian, s'est levé. Il a regardé Gillian avec une expression que je n'ai pas pu lire. Confusion. Trahison. Choc. Gillian, dit-il à voix basse. Est-ce que c'est vrai? Tout cela? Le visage de Gillian s'effondre. Kevin, elle déforme tout. Elle a des relevés bancaires, des horodateurs, des registres d'hôpitaux, des documents judiciaires. Sa voix s'élevait. Tu m'as dit que Misty était toxique et qu'elle refusait d'aider ta famille? Parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'elle vous avait abandonné. Vous êtes allé à Canquin pendant que votre père était aux soins intensifs? Silence. Kevin a pris leur fille Sophia, qui avait tout regardé avec des yeux écarquillés et confus. Nous partons, dit-il. Nous en reparlerons à la maison. Il s'est dirigé vers la sortie. À mi-chemin. Il s'est arrêté et s'est retourné vers moi. Je suis désolé, Misty, a-t-il dit. Je ne savais pas. J'aurais dû poser plus de questions. Je suis désolé. Puis il est parti en emportant Sophia dans le couloir. Gillian est resté figé, les regardant partir. 33 personnes ont quitté la réception dans les 10 minutes qui ont suivi. Certains étaient des parents que je n'avais pas vus depuis des années. D'autres étaient des amis de la famille. D'autres encore étaient des membres de l'église. Avant de partir, plusieurs d'entre eux se sont arrêtés à la table 16. Nous ne savions pas, ont-ils dit. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas. Ma mère a essayé d'approcher le projecteur une dernière fois. Misty, s'il te plaît, nous pouvons en parler en privé. Non, j'ai dit. On ne peut pas. Parce qu'en privé, c'est moi la menteuse. En privé, c'est moi le problème. En privé, c'est vous qui contrôlez l'histoire. Ce n'est pas juste. Tu as raison, virgule. Ai-je dit. Ce n'est pas juste. J'avais 6 ans. J'étais terrifiée. J'ai couru pour me mettre à l'abri. Et vous m'avez puni pendant 24 ans. Le père Michael s'est avancé. Margaret, Léonard, je pense qu'il est temps pour vous de partir. Mon père a enfin pris la parole. Sa voix était froide, coupée. C'est l'événement de notre petite fille. Votre petite fille est partie, dit doucement le père Michael. Son père l'a ramenée chez elle. Je pense que la fête est terminée. J'ai débranché ma clé USB et je suis retournée à la table 16. Tante Dorothy s'est levée et m'a serrée dans ses bras. Elle pleurait. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je le savais depuis des années. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Oncle Frank a posé une main sur mon épaule. Tu n'es pas seule, petite. Plus maintenant. Madame Kowalski s'est approchée lentement. En s'appuyant sur sa canne.
Elle m'a tendu la main. Cette petite fille qui a frappé à ma porte il y a 24 ans, dit-elle doucement. J'ai pensé à elle tant de fois. Je me suis toujours demandé si elle allait bien. Je suis si heureuse que tu aies survécu, Misty. Je suis si fière de toi. Je n'ai pas pu parler. Je lui ai juste tenu la main et j'ai hoché la tête. 8 personnes sont parties avec moi ce jour-là, des personnes qui avaient vu la vérité et décidé de ne plus être complices. Nous sommes sortis ensemble dans la lumière du soleil de printemps. Derrière nous, la salle de l'église était presque vide. Et la semaine suivante a été très floue. Gillian a envoyé 38 SMS. J'ai bloqué son numéro après les 5 premiers. Ma mère a appelé 62 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Puis, le 7e jour, mon père a envoyé un courriel. 3 phrases. Tu nous as humiliés devant notre communauté. Tu n'es plus ma fille. Ne nous contacte plus. Je l'ai lu une fois. Je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Preuves » et je l'ai supprimé de ma boîte de réception. Des membres de la communion ont commencé à me contacter, des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, des cousins éloignés, des amis de la famille. Ils m'ont dit, nous n'en savions rien. Nous sommes vraiment désolés. Pouvons-nous faire quelque chose? Madame Kowalski m'a invité à dîner. Tous les mardis à 18h, j'ai commencé à y aller. 11 Tout ce que vous avez montré. L'argent, les soins, les rendez-vous. Le testament. Elle m'a confirmé que tout était vrai. Nous sommes en consultation. Je ne sais pas ce qui va se passer pour nous. Mais j'avais besoin que tu le saches. Je te crois. Je suis désolée de ne pas l'avoir vue plus tôt. Sophia demande de tes nouvelles. Elle veut te voir. Peut-être qu'un jour, quand les choses s'arrangeront, nous pourrons trouver une solution. Tu ne méritais pas tout ça. Kevin. J'ai lu ce courriel 3 fois, puis j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait cru, quelqu'un était prêt à remettre en question l'histoire qu'on lui avait racontée. Si vous avez déjà pris soin d'un parent qui ne vous aimait pas en retour, si vous avez déjà tout donné et rien reçu, si vous avez déjà espéré qu'un sacrifice de plus leur permettrait enfin de vous voir, comme dans cette vidéo, sachez que vous existez, que vous n'êtes pas seul. 3 mois plus tard, je suis assis dans mon appartement un mardi soir. Madame Kowalski et moi avons dîné plus tôt. Elle avait fait des lasagnes. Nous avons parlé de tout et de rien. Elle m'a raconté des histoires sur l'époque où elle était bibliothécaire, sur les enfants qui venaient à la bibliothèque après l'école parce qu'ils n'étaient pas en sécurité chez eux, sur le pouvoir d'une porte toujours ouverte. Je vais maintenant en thérapie toutes les semaines. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de familles narcissiques. Ce groupe se réunit tous les jeudis soirs dans le sous-sol d'un centre communautaire situé à 3 rues de mon appartement. Est la première fois que j'y suis allée. J'étais terrifiée. Je me suis assise au dernier rang et je n'ai pas parlé. Mais j'ai écouté et j'ai entendu mon histoire dans la voix de chaque personne. J'étais le bouc émissaire. Ils me reprochaient tout. J'ai tellement essayé de gagner leur amour. J'ai finalement réalisé que je ne pouvais pas. Je ne suis pas seule. Je n'ai jamais été seule. C'est juste que je ne savais pas où trouver les miens. J'ai repris le travail à temps plein. Mon salaire est remonté à 48 000 €. Je reconstitue lentement mes économies. 3 200 $ jusqu'à présent. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à moi. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, avec une chambre à coucher. C'est petit, mais il y a une chambre. Je n'ai plus besoin de dormir sur le canapé. J'ai accroché des rideaux. J'ai acheté une plante. J'apprends à construire une vie qui n'appartient qu'à moi. Et la semaine dernière, Kevin m'a envoyé un texto. Il m'a demandé si je voulais les rejoindre, Sophia et lui. Pour prendre un café samedi matin. Gillian ne le sait pas. Gillian et lui sont toujours en consultation. Leur mariage est fragile. Il n'est pas sûr de ce qui va se passer. Mais Sophia a posé des questions sur moi. Elle veut comprendre ce qui s'est passé lors de sa communion. Elle a des questions. Kevin a dit, je pense qu'elle a besoin d'entendre la vérité de ta bouche, pas une version, la vérité. Nous nous sommes retrouvés dans un café samedi. Sophia a commandé un chocolat chaud avec de la crème fouettée. J'ai pris du thé.
Elle m'a regardé avec ses yeux sérieux de 8 ans et m'a dit, « Tante Misty, pourquoi n'es-tu pas sur les photos de famille ?» J'ai respiré puis je lui ai dit la vérité. Parce que, ma chérie, quand j'avais ton âge, 6 ans, j'ai vu quelque chose d'effrayant se produire à la maison. J'ai eu peur et j'ai couru demander de l'aide à un voisin. Ce voisin a appelé à l'aide et ma famille s'est fâchée contre moi pour cela. Ils m'en ont voulu pendant très longtemps. Si longtemps qu'ils ont commencé à faire comme si je n'étais pas là. Ils m'ont effacé des photos. Ils m'ont laissé en dehors des histoires. Ils m'ont rendu invisible. Mais tu n'as rien fait de mal, a dit Sophia. Non, j'ai répondu. Je n'ai rien fait de mal. J'étais juste une petite fille effrayée qui avait besoin d'aide. Ce n'est pas juste. Non, ma chérie, ça ne l'est pas. Elle a réfléchi pendant une minute puis elle a traversé la table et m'a pris la main. Je suis contente que tu l'aies dit à quelqu'un, a-t-elle dit. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai dû lutter pour ne pas pleurer, là, dans le café. Merci, Sophia. Kevin l'a raccompagnée à la voiture. Avant de partir, il s'est retourné et m'a dit, même heure le mois prochain? J'ai acquiescé. Je les ai regardés partir et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. L'espoir. Hier soir, j'ai accroché 2 photos à mon mur. À gauche, ma photo de classe de première année, en 2001. C'est la même photo qui a été jointe à mon dossier CPS. J'ai 6 ans, je porte une robe bleue, mes cheveux sont attachés en natte et je souris à l'appareil photo. Une petite fille qui ne savait pas encore que dire la vérité lui coûterait tout. À droite, une photo de samedi dernier, Sophia et moi au café, riant devant des moustaches à la crème fouettée. Entre elles, j'ai mis une petite carte que j'ai écrite moi-même. L'enfant qui a dit la vérité, la femme qui a choisi la paix. La petite fille qui me rappelle pourquoi c'est important. J'ai 30 ans. Je travaille avec des enfants qui ont été blâmés pour avoir dénoncé des abus. Je le vois constamment dans mes dossiers. Un enfant raconte à un enseignant ce qui se passe chez lui. La famille l'apprend. L'enfant devient le problème. Chaque fois que je vois cela, je leur dis ce que cette assistante sociale a écrit à mon sujet en 2001. Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire. Vous avez cherché la sécurité. Tu as dit la vérité. Vous n'êtes pas le problème. Je leur dis ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. Vous ne pouvez pas gagner l'amour de personne qui s'engage à le refuser. L'enfant de 6 ans qui était en vous méritait la sécurité. L'adulte que vous êtes maintenant mérite la paix. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de s'éloigner de personnes qui ne vous verront jamais. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de protéger l'enfant que vous étiez. Parfois, la guérison passe par la construction d'une nouvelle famille. Une famille qui vous voit vraiment. Une famille qui n'exige pas que vous disparaissiez pour appartenir à un groupe. Je n'ai rien gâché à l'âge de 6 ans. J'ai survécu, à 30 ans, j'ai finalement choisi d'arrêter de payer pour un amour que je n'ai jamais eu à mériter. Et si vous avez été le bouc émissaire, celui à qui l'on reproche d'avoir dit la vérité, de ne pas s'être tu, d'avoir survécu, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas le problème, votre douleur est réelle, votre vérité a de l'importance et vous méritez la paix. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Construisons une communauté de personnes qui refusent de disparaître. Tu n'es pas seul, et ce petit enfant que tu étais, celui qui a fait ce qu'il fallait. Même si cela vous coûtait tout, il serait tellement fier de ce que tu es devenu. Right up ahead. I would love to inspect the poop. Thank you. I can use deodorant so the animals don't stay away. I do need to get more. Where's the track going? The game is trolling me at that point. That literally was a 3-star squirrel just scurrying by my fucking ass.
Are you gonna bite me? Where does it go? What? You didn't realize I like the hunting aspect of this game so much? There it is. I don't. I hate it. I don't like it at all. Pisses me off. Robert, it's pissing me off. Getting close. I just like being successful at my game. I just want to be able to use it to the max ability I can. Is that it over there? Yep, there he is. I'm not trying to go for platinum. Oh, stretch this ass. I forgot I did that again. Must stretch. Anyways. Ugh. Maybe you need a stretch. Maybe I do, and maybe I do. Drink up, me hearties, yo ho. Cheers! Slurp, slurp. Oh, that's really cold water. Where it be? Huh? Oh my god! You bitch! Oh my god, that startled the fuck out of me. Yeah, I see you. That was a good jump scare. Whew! Got it. Damn. Killer buck trying to come get my ass. Come on. Come here. That's some good schmeat. That's some real good schmeat. Not bad, huh, girl? Okay. All right. So, with this being said, we're going to make camp. I'm going to go to camp. Give the actual stuff in Saint Denis. Also, should I give the carcass to the trapper too? Yes, because he'll pay me more, right? Yes. Now I gotta haul my happy ass all the way to Saint Denis. Ugh.
Okay. I don't think I'd want to be in that water ever. No, Chicken Man's not here. He hasn't been here all day. He's out catching worms for dinner. Let's see. Why are you still doing that? Okay, there we go. Trapper is there. Where is he? What will we do without him? These are all questions we have. Even Vlad's been in and out, but he's our resident troll. Like, all of them. They're so missed. Please help me. Please. Pawn, won't you lend a coin to a fellow in need? Why did he just fall off the horse like that? Go get yourself something to eat. Was that Chicken Man? No, that was Mia. She misses him, though. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. It's nice to give something instead of Arthur just has been drinking the begging. moonshine for sure. I hate asking for money like a goddamn worm. Groveling here in the dirt. He played it hoping it would make him arrive. Almost like summoning him. Alright. Alright, we're gonna go do the trapper, and then we're gonna do these side quests here. Howdy, partner. Come on. Don't do it yet. Oh god, he's gonna do it. Don't do it yet. Okay, he's still set. Nope, it's making me. Is it making me? No. Okay, girl. Yeah, it's forcing me to engage with this. Okay, that's fine. Watch where you're going. Here we go. We are. Oh my god. You're going to be in a better place. Stay calm. This is so bad. Repent, or you will be moved to a better realm. Ladies and gentlemen, This is so bad. the calm removal of this fence. Vlad would love this. Incredible! He's nearly dead. So humane. Ah! Oh my god! We're watching someone get CRISPRized slow-mo.